Je vais vous parler de la machine de Watt. C'est une des premières machines à vapeur vive après les machines atmosphériques. Cette machine a été faite par Watt en 1778 à la suite des travaux qu'il a effectués sur les machines en modèle réduit de Newcomen qui étaient à l'université de Glasgow. James Watt s'occupait de restaurer des instruments scientifiques pour les étudiants de l'université de Glasgow et il a vu les difficultés à fonctionner de la machine de Newcomen, sa grosse consommation en charbon, et il a eu l'idée d'inventer cette machine. Il a travaillé pendant 8 ans pour mettre au point cette machine. Dans la foulée, James Watt a utilisé pour la transformation du mouvement alternatif en mouvement rotatif, il a utilisé le train hypocycloïdal. Il a inventé le condenseur et il a inventé le régulateur à boules. Alors, l'originalité de cette machine, c'est son économie en charbon. Pourquoi une économie en charbon? Parce qu'il a inventé le condenseur. Le condenseur va reprendre la vapeur d'échappement. La vapeur d'échappement ne va pas s'en aller en atmosphère. Elle va rentrer dans ce condenseur. Cette vapeur va être refroidie. Elle va être refroidie à 80 degrés environ. Elle va condenser. Elle va se transformer en eau et on va pouvoir la réinjecter à la chaudière. Mais à ce moment-là, ce n'est pas de l'eau froide qu'on va injecter dans la chaudière. C'est de l'eau qui est à 80 et 85 degrés. Donc, il faudra beaucoup moins de calories pour arriver à une vaporisation à 140 degrés. Et c'est là le secret de cette machine. Cette machine a tout de suite eu une notoriété très importante. C'est la première fois qu'on a motorisé les industries avec de la vapeur. Avant, la principale énergie disponible était l'énergie hydraulique. Avec les chutes d'eau des rivières, on faisait tourner des roues de moulin qui actionnaient la mécanique. Donc on était tributaire d'un site. Et il est arrivé un moment où tous ces sites étaient saturés. On ne pouvait plus construire de nouvelles usines. Le jour où on a eu ces machines, on n'était plus tributaire des chutes d'eau. On a pu construire des usines n'importe où. Il suffisait d'avoir un peu d'eau et un peu de charbon. Et c'est de là qu'est issue la révolution industrielle. Les lieux de travail, les centres de production se sont transformés. Le milieu ouvrier s'est transformé. On a employé des ouvriers qui étaient issus de la campagne. Et la révolution industrielle s'est faite comme ça. Alors, on peut dire que la révolution industrielle s'est faite à partir de 1790, 1800, 1802, à peu près. Alors, une des principales applications de Watt dans cette machine, c'est la transformation du mouvement alternatif en mouvement rotatif. Pour ce faire, Watt a utilisé le train planétaire, c'est-à-dire un volant. Sur l'axe de ce volant est claveté un pignon, et sur la bielle est claveté le même pignon et une petite manivelle libre autour de l'arbre. Avec ce dispositif, on va pouvoir avoir un régime de rotation doublé par rapport à un système bielle-manivelle. Je démontre, voilà le point de repère de démarrage. Donc, je fais une alternance et là j'ai déjà fait un tour. Je fais une seconde alternance et je fais encore un tour. Ce qui va permettre d'avoir une machine avec un volant beaucoup plus petit et on va pouvoir emmagasiner une énergie cinétique qu'on va pouvoir restituer au point mort. Donc cette machine qui initialement tournait très lentement, environ à entre 60 et 80 tours, ici on va tourner au double de la vitesse, donc très avantageux pour l'époque. Voilà. Alors là, je vais remplir la chaudière. Voilà, je remplis la chaudière tranquillement. On n'a pas ici sur ces chaudières, on n'a pas de possibilité de voir le niveau avec un niveau en Pyrex, mais on saura par les tubes ici, qui sont les tubes de niveau, qui sont de 3 hauteurs différentes. C'est-à-dire quand je vais voir l'eau qui va arriver au sommet de ce tube, je saurai avec la chaudière le niveau est correct. Et alors là, ça va nous donner les différents niveaux pour le maximum et le minimum d'eau dans la chaudière. Alors là, je remets le bouchon. Et je vais allumer le feu. Voilà, le feu est allumé et il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de minutes
pour que la pression monte. Alors, pendant que la chaudière est en chauffe, je vais en profiter pour faire un petit graissage. Une petite goutte d'huile par-ci et une petite goutte d'huile par-là. Voilà. Tous les points d'articulation, et ils sont très nombreux sur ces machines, demandent un graissage particulier. Voilà. Les paliers de l'arbre moteur, le fameux planétaire qu'on peut voir ici, qui va transformer le mouvement alternatif en mouvement rotatif. Lui aussi, il faut qu'il soit bien graissé. Hein. Voilà. Les tiges de pompe. Toutes les parties articulées de la machine. Il ne faut pas mettre beaucoup, mais il faut qu'il y ait de l'huile. Alors ça, c'est ce qui va assurer le changement de marche. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Le parallélogramme articulé qui sert à maintenir perpendiculaire la tige de piston par rapport au balancier. Toutes les beam engines sont conçues de cette façon. Elles sont toutes issues de la machine de Nokkomen. Voilà, ici encore un petit peu. Et on a fait à peu près le tour de toutes les parties mécaniques. Alors la soupape m'indique que la pression est convenable. On va positionner le volant dans la position de démarrage et on va doucement ouvrir la vapeur. Voilà, alors la machine, c'est normal. Voilà, et la machine est partie. Et il faut quand même imaginer qu'on est en 1778 et que c'est la première fois qu'on a une machine à double effet et à vapeur vive. Alors je vais intervenir sur la manette et on va essayer de changer de sens. Voilà, on a changé de sens. Tout simplement. Il a fallu attendre la distribution Stephenson pour avoir une machine qui tourne dans les deux sens, mais beaucoup plus tard. Déjà, Watt avait déjà trouvé cette chose-là. Et on va encore intervenir sur la manette pour changer de sens. Voilà. C'est assez sensible, c'est assez délicat, mais enfin ça marche. Et on voit bien que le volant tourne à une vitesse supérieure à une machine avec une manivelle ordinaire. Il tourne une fois plus vite. Alors aussi, je peux agir sur la régulation. Si j'agis sur la régulation, la machine va s'emballer. On voit très bien que j'ai agi ici sur la régulation. J'ai contrecarré l'effet de la régulation. C'est-à-dire la force centrifuge qui est répartie par les masses du régulateur. Voilà. Et la régulation sert à avoir un régime constant, quelle que soit la charge sur l'arbre moteur. Si l'arbre moteur est chargé, la régulation va ouvrir la vapeur et va augmenter le régime. Si la machine est déchargée, c'est-à-dire que si elle a moins de puissance à donner, le régulateur va tourner plus vite et va fermer le papillon et la machine va se stabiliser toujours à la même vitesse. Ça se donne